Je poursuis maintenant les allégations d'interférence de la Chine dans les élections canadiennes avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir vous deux. Bonsoir, Martin. OK, Geneviève, on commence avec le cabinet de Justin Trudeau aurait été prévenu, aurait été informé de cette interférence de la Chine dans les élections canadiennes dès janvier dernier. Les conservateurs à la Chambre des communes, évidemment, ils ont posé la question pourquoi ça a pris 2 ans avant que les autorités avisent le premier ministre. Geneviève, à quel point est-ce que cette affaire est sérieuse et à quel point est-ce que c'est embarrassant ou difficile pour le gouvernement? C'est très sérieux et c'est très embarrassant pour le gouvernement. C'est très sérieux parce que quand même, inférence étrangère dans le processus électoral, c'est un thème qu'on discute maintenant depuis quelques années. C'est inquiétant. Les élections libres devraient être libres et concerner juste les Canadiens. Alors, c'est évident que des puissances étrangères ne devraient pas s'impliquer dans le processus. D'ailleurs, c'est illégal de faire des contributions monétaires si vous êtes à l'étranger, si vous êtes étranger. Et donc, il faut prendre ça très au sérieux. C'est aussi très embarrassant pour le gouvernement actuel, pour Justin Trudeau, parce que, rappelez-vous, en ce moment, il y a aussi une commission qui a lieu, une commission d'enquête sur l'application de la loi des mesures d'urgence, où là aussi, on se posait la question, est-ce qu'il y aurait de l'ingérence étrangère? Est-ce qu'il y aurait des fonds qui viendraient de l'étranger pour appuyer les mouvements des manifestants? Et là, on a fait l'état d'urgence. Alors, est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Pourquoi est-ce que le gouvernement tarde, n'est pas transparent? Et je comprends très bien les conservateurs de poser des questions, puis de demander une reddition de comptes là, qui semble tarder là, de la part du gouvernement. OK. Daniel, l'annonce de ces travaux du comité de la Chambre des communes, hier, ils ont décidé de lancer des enquêtes de la part d'un comité de la Chambre des communes dans l'ingérence de la Chine dans les élections. Ça survient quelques jours après l'ouverture d'une autre enquête sur le soi-disant poste de police chinois illégaux à Toronto. Et aussi, hier, on a vu l'arrestation d'un employé d'Hydro-Québec accusé d'avoir livré des secrets à la Chine. Est-ce que la question de la Chine pourrait devenir un enjeu important ou plus important pour l'opposition à Ottawa? Et est-ce que ça peut être aussi difficile, une lame à double tranchant pour les conservateurs? Oui, je pense que ça va être une question de plus en plus importante pour les conservateurs à la Chambre des communes. Les conservateurs sont très critiques envers la Chine depuis longtemps. Par rapport aux libéraux, bon, on sait, c'est Pierre Trudeau qui avait rétabli ou établi les rapports diplomatiques avec le régime de Beijing en 1970, avait été le premier premier ministre canadien à aller en Chine en 1973. Sous Jean Chrétien, il y avait des visites en Chine, des ententes avec la Chine. Donc, les libéraux ont une relation quand même plus étroite avec la Chine que les conservateurs. On se souvient sous Stephen Harper que Stephen Harper n'avait pas assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Beijing en 2008, qu'il avait même accordé la citoyenneté canadienne honoraire au Dalai Lama, ce que la Chine n'avait pas apprécié. Alors, on a 2 visions différentes, je pense, qui s'affrontent, mais on voit que les libéraux, là, on le voit depuis quelques jours surtout, adoptent un discours de plus en plus critique envers la Chine. Mais c'est une tendance lourde, je pense, et c'est pas seulement au Canada. On a vu une inflexion dans les rapports entre la Chine et d'autres puissances occidentales, y compris les États-Unis, au cours des dernières années. Et on a vu évidemment au Canada la situation avec les 2 Michael. Donc, je pense que la situation se détériore lentement et ça donne des munitions aux conservateurs qui, comme je l'expliquais plus tôt, sont plus critiques envers la Chine que les libéraux depuis très longtemps. Mais si, moi je soulève un peu l'autre côté de la médaille politique pour les conservateurs, et je pose la question à vous deux. Commençons par vous, Daniel. L'autre côté, c'est qu'on a eu quand même les candidats conservateurs et aussi les candidats défaites conservateurs dans la dernière élection qui ont dit à leur parti qu'ils ont souffert à cause de leur position qu'ils ont prise face au gouvernement de Chine, mais ils ont souffert aussi auprès des populations chinoises au Canada. Ils disent qu'ils ont perdu leur tentative de réélection ou d'élection à cause d'un backlash, si on veut, de la communauté chinoise au Canada. Daniel? Oui, non, c'est un très bon point. La population chinoise au Canada, c'est 4,6% de la population d'après le dernier recensement de 2021. Donc, on parle quand même qui est très concentré dans certaines régions du pays, comme dans la grande région de Vancouver, dans la grande région de Toronto. Et là, ils ont un poids démographique très important. Et donc,
ça peut évidemment créer des problèmes pour les conservateurs parce que les gens d'origine chinoise ne veulent pas nécessairement qu'il y ait vraiment des tensions énormes entre la Chine et le Canada. Donc, je pense que oui, ça peut jouer, ça peut être un couteau à double tranchant. En même temps, si on parle d'opinion publique en général, il y a un sondage Nanos qui est sorti plus tôt au mois de novembre, donc plus tôt ce mois-ci, et il montrait que 84% des Canadiens ont une vision négative du rôle de la Chine dans le monde. 84%. Donc oui, il y a les gens d'origine chinoise, ça peut jouer des tours dans certaines régions du pays, mais si on regarde la population canadienne en général, il y a du scepticisme et même une vision négative de la Chine qui est très forte en ce moment. Geneviève, sur ce sujet-là, puis aussi je rajoute la question, on a vu la semaine dernière, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, a quand même commencé à une ébauche de cette nouvelle stratégie Indo-Pacifique, où elle dit que le Canada pourrait quand même aussi coopérer avec la Chine en matière comme l'environnement, lors d'un forum qui va avoir lieu à Montréal. Elle dit qu'il faut quand même coopérer avec cette puissance qui est le gouvernement de la Chine. Des réflexions sur la stratégie canadienne, mais aussi sur l'aspect politique canadien. Oui, en ce moment, c'est ça, c'est fascinant. Je pense qu'on pourrait passer plusieurs heures à discuter du sujet parce que là, on sent que les plaques tectoniques sont en train de changer. Alors, la relation stable, positive que Justin Trudeau nous présentait à l'époque, il y a quelques années, ça tient plus. Puis je pense que l'histoire des deux Michael, puis Huawei aussi, puis c'est pas juste l'emprisonnement de Mme Huawei, là, comme on peut l'appeler, mais toute la politique de est-ce qu'on permet à la compagnie de venir s'implanter, faire des affaires ici au pays. Et donc, ça soulève des questions d'espionnage, d'éthique et tout ça. Et donc, la relation avec la Chine est en train de changer chez les libéraux eux-mêmes. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est une nouvelle proposition qui a pris un peu de temps à être développée, mais je pense que c'est de bonne guerre, où le gouvernement me semble dire à la population, la Chine est là, c'est un incontournable, on parle d'un pays d'1 milliard d'habitants, mais est-ce qu'il y aurait des alternatives à la Chine? Et tout de suite, on pense à l'Inde. Alors, on est en train de justement changer un peu le centre d'intérêt. Et oui, la Chine est là, on ne peut pas faire fi et dire, bon, ben on coupe tout lien avec la Chine. C'est pas possible, mais tranquillement, on est peut-être en train de justement observer ou regarder d'autres pays puis dire, ben ça serait peut-être plus avec eux qu'on ferait affaire. Un État de droit comme l'Inde, c'est sans doute plus intéressant que le visage que Xi Jinping est en train de nous présenter, qui est un peu inquiétant, où on ne sait pas trop où va la Chine et c'est un pays qui a la méthode dure aussi. Alors, il y a de quoi soulever des inquiétudes ici au Canada, puis comme Daniel le mentionnait, ailleurs aussi sur la planète. Puis comme Daniel l'a mentionné, je vous le sommets, il y a aussi des sondages publics qui montrent que la population canadienne a une impression de plus en plus négative de la Chine comme entité et la Chine surtout comme gouvernement, Geneviève. Ben oui, mais l'histoire des deux Michael, je pense, on l'a encore frais à la mémoire. Et donc, si les droits minimums de base pour faire affaire avec un autre pays sont pas respectés, ben oui, c'est moins intéressant. Alors, oui, la Chine a une forte côte à remonter. Ensuite, il y a la population chinoise qui habite au pays. Je pense qu'il faut aussi pas oublier que c'est pas un bloc monolithique. Alors, il y a différentes visions, perspectives chez les communautés chinoises aussi. Et je m'attends peut-être à ce qu'il y ait aussi des discussions puis des affrontements entre elles. Alors, pro-Chine Pékin ou contre Chine ou pro-Chine Hong Kong, par exemple. Et là, ça pourrait être intéressant de voir comment ça se développe. Mais oui, ce sondage-là, je pense qu'il montre clairement que dans la population, il y a un certain scepticisme. Et c'est sans doute pour ça que le gouvernement nous présente cette proposition-là à ce moment-ci. Bon, c'est un sujet à suivre sans aucun doute avec la deuxième superpuissance au monde. Je vous remercie beaucoup, Geneviève et Daniel. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.